Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel. Nous interrompons donc notre cycle politique que nous avons entamé la semaine dernière et pour cause, nous venons de perdre le grand cinéaste franco-mauritanien Med Ondo. Émission donc dommage, mais émission surtout très chargée puisque nous allons faire un séquençage avec une coupure et des extraits d'une interview de Med Ondo, des séquences de son film, des images qui nous parviennent à l'instant même de Paris où il a été, où il y a eu la cérémonie de levée de corps à l'hôpital Cochin. Une interview avec le professeur Cheikh Boukamara ainsi que mes invités ici même sur le plateau. Idoumou Mohamed qui est l'ex-directeur de la maison des cinéastes, bienvenue Idoumou. Abdelrahman Laï qui est l'actuel directeur de Dar Mauritanie, bienvenue Abdelrahman. Ainsi que monsieur Ablaï Sireba, journaliste. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, je vous présente mes condoléances. Je vous demanderai chacun à tour de rôle de me dire son plus récent ou son meilleur souvenir avec les défunts. Je commence par vous Abdelrahman. Merci beaucoup. Mes condoléances, moi aussi. Mes condoléances à tous les Mauritaniens, à tous les Africains, à cette génération qui a vécu soit l'histoire de Medoundou en direct ou qui l'a vécu indirectement à travers ses œuvres. Mon peut-être unique et meilleur souvenir avec Medoundou, c'était chez tonton Cheikh Saad Boukamara. Quand je suis allé le voir pour lui parler du festival. À l'époque, on préparait un festival de cinéma. C'est l'unique festival de cinéma en Mauritanie. Et je lui ai proposé d'être l'invité d'honneur du festival. Bien sûr, bien avant, j'avais essayé plusieurs fois de l'avoir à Paris, il était tout le temps occupé. J'étais sur son tournage presque à Dakar aussi, sur son dernier film, Aïcha l'Algérienne. Et sa réponse était à la fois dure pour moi, mais résume beaucoup de souffrance, beaucoup de sentiments envers ce pays. Et donc, il m'a répondu avec un gros mot qu'il n'est plus intéressé par ce pays. Il n'est plus intéressé par un travail dans ce pays. Donc, j'étais un peu touché, mais j'ai compris absolument parce que... C'était quelle année, Abdelrahman? C'était en 2005, exactement. C'était en 2005 chez tonton Cheikh Saad Boukamara. Mais j'ai compris parce que j'ai eu aussi énormément des interviews avec lui avant d'aller le voir. Elle a une très grande interview, il parle un peu de ses souvenirs avec ce pays, comment le pays a tourné le dos plusieurs fois, comment il y a eu des échecs, complètement des tentatives d'aller vers le pays. Les portes ont été fermées, mais malgré tout ça, il a gardé son grand amour, il était l'ambassadeur éternel de ce pays et surtout l'ambassadeur de l'Afrique et des Mauritaniens de diaspora, des Africains de diaspora. Donc ça, c'était le souvenir le plus dur. Après, le plus beau souvenir, c'est dans toute la vie artistique de l'artiste. Tous ces films étaient des meilleurs souvenirs pour moi en tant qu'enfant de la génération d'aujourd'hui et lui en tant que les prototypes de la deuxième génération de cinéastes africains après Sabel Ousmane. Et le meilleur souvenir, c'était sa présence malgré son grand combat dans une France très dur pour un Africain, dans une France très dure pour quelqu'un qui n'a pas d'argent pour faire des films, dans une France où le cinéma commercial commence à prendre la place, une place très importante, et il ferme les portes de plus en plus sur un cinéma indépendant. Alors que lui, il est plutôt cinéma d'auteur. Absolument. Très engagé, c'est un rebelle dans sa propre vie, un rebelle dans ses idées, un rebelle dans son cinéma, et toute sa vie, c'est une série des actions de rebelles, depuis son départ d'Atar, en passant par le Maroc, en arrivant à Marseille, à Paris, et même quand il parle de son film, par exemple, Soleil Haut, c'est une histoire magnifique. Moi, j'invite tous les cinéastes aujourd'hui, en tout cas la nouvelle génération qui pense que les choses sont dures aujourd'hui, je les invite à lire ses interviews sur comment il avait fait ses films. Il avait fait sans argent, il n'a pas de carte de cinéaste, il ne peut pas aller demander l'argent de CNC comme une avance de recette parce qu'il faut 50 copies. Centre national de la cinématographie pour ceux qui ne Il faut 50 copies du scénario qui coûtent 1000 francs ancien franc français, et lui il n'est pas de 1000 francs. Il ne peut pas aller voir les labos parce qu'il faut payer. Il a essayé d'avoir 60 comédiens et une équipe gratuitement, des Africains qui travaillent bénévolement sur le tournage. Bénévolement. Et il était très clair. Il dit, écoutez, moi j'ai aucun rang, on va travailler ensemble, je ne vais pas vous déranger pendant votre heure de travail. J'ai une caméra, j'ai un ingénieur de son. Quand vous avez un petit moment, appelez-moi et moi je m'adapte.
Il n'y avait pas un découpage technique parce qu'il ne sait pas il va tourner où, parce qu'il n'a pas fait un repérage. Même pour avoir l'autorisation de la police, il est allé voir la police en disant je vais faire un film sur comment les Africains apprécient Paris et la beauté de Paris. C'est ce qu'on fait ici de temps en temps avec la police. Et voilà, donc c'était un vrai combat artistique. Et franchement, j'invite la nouvelle génération à lire l'histoire de ces messieurs. On va y revenir. La jeune génération, justement, des cinéastes. En fait, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Modou directement, physiquement, malgré que j'ai essayé plusieurs fois quand je passe par Paris. Mais je l'ai rencontré à travers leurs films, à travers ses films, à travers aussi... Quand vous me demandez meilleur souvenir, je pense toujours à quand je regarde des films d'Eddie Murphy, quand je regarde des séries cinématographiques Shrek, quand j'entends la voix de Medendo. Là, j'ai beaucoup de souvenirs. Là, je commence à parfois fermer les yeux et penser à lui. Je lui ai aussi rencontré à travers mes formations que j'organise pour les jeunes, en parlant toujours de ses cinémas, de ses films, de ses œuvres. Et pour moi, Medendo, c'est une marque déposée de comment faire le cinéma sans rien, comme Abdelrahman vient de le dire. Mais il a cet amour que nous avons tous sur le cinéma. Il a pris cet amour pour être son capital, pour nous faire tous ces magnifiques films, magnifiques... aussi pièce theatrale seulement, parce qu'on ne parle pas de Medendo en tant que cinéaste. Absolument, c'est un auteur de théâtre aussi assez reconnu. Je suis vraiment impatient et plein de gratitude d'abord puisque vous avez accepté mon invitation. Et je suis surtout impatient d'écouter vos souvenirs de ces premières années en France parce que vous êtes témoin privilégié de cette époque. Et nous aussi. Vous ne risquez pas d'entendre grand-chose. Parce que ces premières années en France, moi, je n'y étais pas. Vous l'avez connu là-bas? Je l'ai connu là-bas, il y a plus de 40 ans. Mais lui, il était déjà en France depuis très longtemps. Absolument. Donc... Vous étiez étudiant à l'époque? Oui. Quand je l'ai connu, j'étais étudiant. C'était au milieu des années 70. Il venait de commencer ses premiers films, quoi. Soleil-Eau, surtout, sorti en 69, pendant que j'étais là. Donc c'est après que je l'ai connu. Je l'ai connu à travers un cousin à moi qui faisait des études de cinéma, War Abdoulali, et qui a été un de ses assistants sur plusieurs films. Et très tôt, on a développé vraiment des rapports, je dirais pas d'amitié, de fraternité. De camaraderie. Je ne peux pas vous choisir parmi les souvenirs que j'ai de Maître, je peux pas... Le premier qui vous vient à l'esprit? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la dernière fois où on s'est parlé, mais ce n'est pas un souvenir très gai. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai eu Zara, sa sœur, qui me l'a passé. Et c'est de l'entendre même de loin quand Zara lui a dit c'est Ablaye, d'entendre la joie dans sa voix, c'est ça le plus beau souvenir peut-être que j'ai de lui, même si les circonstances étaient très tristes, parce qu'il était déjà gravement atteint. Voilà pour le reste, peut-être qu'on en rediscutera. Moi, je pense qu'il y a une dimension de merde qu'il ne faut pas oublier. On a tendance malheureusement à l'occulter. Med est un Hartani. Et il en a toujours été fier. Et son fils aîné, il l'appelait Bilal. C'est son unique fils d'ailleurs. Et ça, c'est, je crois, une donnée essentielle, si on veut comprendre ce que tu appelais sa révolte. Il a une capacité d'indignation et une capacité d'engagement pour des causes qui lui semblent des causes justes, qui était extraordinaire. Et c'est peut-être ça, sa première caractéristique. C'est que Med est capable de colère effroyable.
quand il est indigné par quelque chose, il est capable de colère effroyable. Et je ne souhaitais à personne d'être l'objet de sa colère quand il était dans ces états-là. Pour, je crois, bien le comprendre, il faut comprendre aussi le contexte d'où il vient, ses origines, Hartani, dont il s'est toujours revendiqué, sans aucun complexe. Et je me rappelle une fois qu'on discutait, il m'a dit, écoute, moi je suis un peu, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont lu Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, le livre s'ouvre sur une citation de Césaire, un extrait de discours sur le colonialisme de Césaire, dans lequel il dit, je parle de millions d'hommes auxquels on a savamment inculqué la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, de l'arbinisme. Évidemment, il parlait des colonisés, de tous les peuples qui étaient colonisés. Césaire, c'est à ceux-là qu'il parlait. Mais dans le contexte, et c'est ça que m'expliquait Ahmed, dans son contexte personnel, c'est son statut de Hartani, de descendant d'esclaves, qu'il voyait lui. Pas seulement le colonialisme, c'était beaucoup plus large que seulement le colonialisme. Et ça, c'est une dimension qu'on ne peut pas négliger si on veut véritablement comprendre ce qu'était Med et ce qu'a été tout son parcours de vie. Nous allons écouter le professeur Cheikh Saad Bou Kamara. Alors, Cheikh Saad Bou, que Med Ondo définissait comme son plus que frère. Apparemment, dans sa galaxie, il y avait les amis, les frères, et il y avait cette catégorie de privilégiés à laquelle appartenait Cheikh Saad Bou. Nous allons écouter, nous allons revenir tout de suite. C'était dans les années 1970-72. Il venait de remporter un prix au Festival de Cannes, la semaine des réalisateurs. Et on m'a informé sur le campus qu'il y avait un Mauritanien cinéaste. Qui s'appelle Med Ondo. Je dis ça, c'est pas un nom mauritanien, ça. Mais c'est possible que ce soit un nickname, un surnom ou un prête-nom. Parce que fréquemment, dans le milieu des artistes, ils empruntent des noms, des références historiques. Et je me suis débrouillé jusqu'à trouver son adresse à Paris. Je lui ai envoyé un mot pour le féliciter. Et il avait à ce moment-là passé le premier film qu'il avait passé, c'était Soleil haut. Soleil haut, c'est la chanson que chantaient les esclaves quand ils étaient déportés de l'Afrique pour aller en Amérique. Et de suite, dès qu'on s'est vu, on a eu beaucoup de sympathie l'un pour l'autre. Alors il m'a raconté un peu sa vie. Et je ne suis pas autorisé à tout dévoiler, mais quand même, je vous donne des grandes lignes pour répondre à votre question. C'était l'époque des grands événements politiques pour nous, Mauritaniens. Et nous avions la chance, en ce moment-là, d'être une association unie. Tous les étudiants mauritaniens militaient à l'UGS, Union générale des étudiants et stagiaires de Mauritanie. Certains étaient parmi les cadéines, d'autres n'y étaient pas. Mais il me disait que son rêve, c'était d'implanter un centre de cinéma à Nouakchott. Et est-ce que je peux l'aider? Je lui ai dit, pour le moment, je ne peux pas t'aider parce que moi-même, j'étais en situation délicate avec le gouvernement à l'époque. C'est un euphémisme. Et il m'a dit, est-ce que je peux le faire rencontrer des étudiants? Je lui ai dit, c'est pas un problème. Et partout où on allait, les étudiants nous accueillaient. Ils n'étaient pas nombreux, les travailleurs non plus. On se connaissait tous. Et puis, il n'y avait pas de distinction entre les étudiants mauritaniens de l'Est, du Nord ou du Centre. Et il n'y avait pas de mouvement communautariste, et il n'y avait pas non plus de mouvement isolé ou lié à des partis politiques. À l'époque, il y en avait qu'un seul, c'était le Parti du peuple. Mais ce qui m'a frappé de suite, c'est sa curiosité et surtout son intelligence, parce que c'est un autodidacte. Il a fait une école d'hôtellerie au Maroc, au hasard des randonnées de ses parents qui s'occupaient d'animaux d'autrui par leurs propres animaux. Il faut peut-être faire un mouvement dans la société civile pour faire connaître davantage qui est ce monument qui a disparu. Et au lieu de tracer seulement un monument à son effigie, il faudrait en plus que son action soit poursuivie. Il y a d'autres cinéastes, il y a des cinéastes en herbe, il y a des futurs cinéastes,
Espérons que parmi eux certains saisissent le flambeau et continuent le combat. Bienvenue au débat du Sahel où nous continuons cette émission hommage à Med Ondo, décédé le 2 mars à Paris. J'aimerais que vous entendre, monsieur Ba, j'aimerais vous entendre encore sur cette dimension de Med Ondo, l'indigné. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur son combat et son indignation parce qu'on va diffuser tout à l'heure un extrait où il parle justement de sa dimension d'Aratin, où il s'est indigné par la situation de l'esclavage. Je précise que c'est une interview qui a été diffusée en 2005. Je ne l'avais pas entendu. Je vous la diffuserai tout à l'heure. Ok. Je ne sais pas, je pense que Med est quand même le produit de son époque. Le produit de son époque, situons-là dans les années 40, c'est les années de son enfance et les années 50, un peu de son adolescence à sa jeunesse. C'est un contexte de lutte anticoloniale, anti-impérialiste. Et à partir, lui, de la situation qu'il vivait, je crois qu'il était compréhensible que avec une certaine expérience de la vie, Med a été docker, il a été cuisinier, c'était un excellent cuisinier. Il faisait des plats qui étaient extraordinaires, qui étaient des mélanges de tout, de plats africains, de plats nord-africains, de plats européens, etc., qui étaient extraordinaires et délicieux. Donc, le contexte culturel dans lequel il vivait, c'était le contexte des luttes pour les indépendances, de la lutte anticoloniale, des trucs. Et il a été, je crois, profondément marqué par de nombreux, tout ce qui était le courant de pensée, le courant littéraire, le courant poétique de ces années-là. Je ne sais pas, parmi ceux qui l'ont certainement influencé, vous avez les Martiniquais, Fanon, Césaire, bon, Glissant, non, parce que c'est sa génération, ça, c'est pas... parmi les Haïtiens, vous avez Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, René de Pestre, le poète. Les Américains, vous avez Richard Wright, ses romans extrêmement réalistes. Les Africains, des gens comme David Diop. Un écrivain qui était aussi de sa génération, mais qui avait déjà, lui, écrit beaucoup dès le début des années 60. C'est le Kenyan Ngugi wa Thiong'o. Donc, c'est dans ce milieu-là qu'il a vécu. Et dans un courant de pensée qui était, n'ayons pas peur des mots, qui était le courant marxiste, en réalité. Et lui était profondément marqué par ça. Pour lui, la lutte des classes, là, ça n'avait pas disparu, même dans la France des années 2000, il y avait toujours lutte des classes. Et cette capacité d'indignation lui était demeurée très forte en lui. Et je crois qu'il suffit un peu de voir ces films pour se rendre compte de ce qui étaient ces véritables pôles d'intérêt et les directions dans lesquelles son engagement se situait. Que ce soit, Soleil-Haut, Nègre, Bico, vos voisins, qui sont des films sur la condition des immigrés et sur le néocolonialisme, que ce soit Saraounia, qui est un film sur la résistance à la pénétration coloniale, West Indies, qui est un film sur l'esclavage, etc. Ça situait bien, en réalité, tous ces films sont le reflet de ces préoccupations politiques, idéologiques, politiques, culturelles les plus fortes. Voilà un peu ce que je peux en dire pour l'instant. Abdelrahman, je vais vous utiliser à contre-emploi. Vous n'êtes pas là en tant que cinéaste, mais vous l'avez connu lorsque vous-même vous étiez étudiant en France et lui, il était très engagé politiquement. C'est sur cette dimension-là que j'aimerais vous écouter. Absolument. Et si vous voulez répondre à M. Ba, je vous en prie, allez-y. Je vais juste ajouter une petite remarque par rapport à cette question d'identité de Med Ondo, mais je pense que ça, c'est une chose qui touche la plupart de nos artistes qui ont un peu voyagé dans une période ou une autre. Et il y a un côté psychologique, mais il y a aussi un côté socio-culturel qui joue beaucoup dans ce genre de situation. Et on a eu beaucoup d'histoires avec des cinéastes mauritaniens ou des artistes mauritaniens qui ont lâché un peu l'identité ou qui ont eu des problèmes avec cette identité par de différentes causes. Et même Med Ondo Rahmetoullah Ali, il est un peu contradictoire dans cette identité, pardon.
Et dans certaines de ses interviews et dans le livre de son ami Med Oundou, le cinéaste rebelle, il ne déclare pas qu'il est un Hartani, il déclare que son père c'est un Sénégalais, un tirailleur sénégalais. Et il donne même son nom, qu'il a vécu avec lui. Et dans un autre moment, il parle de son père qu'il ne connaît pas, tout simplement de sa dame, si on peut dire, hindoue, Ahmed Abid Hindou. Mais je pense que cette question, c'est pas peut-être le bon moment de discuter cette question d'identité, mais je pense qu'elle fait partie en tout cas de la composition de la personne et ça reflète toutes ses œuvres plus tard, bien sûr. Et bien sûr, il y a aussi cette identité culturelle, un rebelle dans un contexte politique contre sa propre culture et contre peut-être la propre politique de son continent. Donc ça aussi, c'est un problème d'identité. Mais malgré tout ça, comme il a dit Abdoulaye, Med Oundou, il est resté toujours... voilà, Med Oundou, exactement, je partage absolument avec vous votre point de vue. Quelqu'un qui a un problème avec Med Oundou, il n'aura pas beaucoup de... Voilà, exactement. Et donc, par rapport à votre question sur... bon, moi, j'ai assisté, avant d'aller en France, j'ai assisté au dernier jour de tournage de La Fée algérienne au Sénégal, à Dégoré. Et il était aussi à Fespaco un certain temps où j'étais 2 jours après. Donc c'était tout un des moments comme ça. Mais on a énormément des amis partagés de sa génération. Et je suivais l'homme politique parce que c'était pratiquement le dernier temps de la transition de son un peu savoir rebelle. Les débats tout le temps, c'était les plateaux de tournage, c'était pas un débat artistique, c'était plutôt un débat politique. Dans chaque film, sur chaque plateau, Med Oundou, il sort complètement du sujet, et il commence ses débats et son travail, c'est l'actuelle génération, son travail politique. Et jusqu'à dernier moment. Mais en revenant aussi sur ça, je pense que Med Oundou, il fait une contre-réaction, si on peut dire, réaction par rapport à ce qu'il a subi pendant sa vie, sans parler de sa propre vie artistique et socio-économique en France. On peut aussi parler de la réaction artistique. Quand, par exemple, on sait qu'à Carthage, quand il y a eu le prix de Carthage, il y a eu un choc énorme parce que son pays ne veut pas que les Tunisiens lui donnent des prix en tant que Mauritanien, même officiellement, avec un écrit. Quelle année? 78, si je ne me trompe pas, oui, 78. Et quand il est tombé malade, il y a 4 ou 5 ans, personne n'est venu de son pays, ni un ambassadeur, ni... on avait fait une très grande campagne pour informer le gouvernement, au moins pour faire... Actuellement, là, il est de retour, on ne sait même pas... il est où son pays. Donc, tout ça, ça accumule et ça donne un retour très, très négatif de la personne par rapport à son identité. Le fait que, ici, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau du ministère de la Culture ou au niveau de l'ambassade de France à Paris, le fait qu'il n'y ait pas grand-chose qui a été fait pour être là au dernier moment de sa vie, qu'est-ce que ça vous évoque? En fait, ça ne m'étonne pas. J'aurais été étonné si le pays fait un pas normal en ce moment-là. Parce qu'on sait tous la situation culturelle et comment notre pays traite ses intellectuels, ses hommes de la culture. Malgré ça, on a essayé avec des gens de l'État qu'ils font quelque chose au moins, parce qu'il mérite un hommage, Med Oundou. Il n'avait pas cet hommage quand il est vivant. Eh ben, c'est le bon moment que le pays fait au moins un geste positif. Et parce que cette question d'identité que Abdelrahman et M. Ba parlent, c'est normal, parce que Med Oundou, il ne sentit pas cette relation ou cette relation entre pays et citoyens. C'est normal qu'il a essayé de couper.
Mais moi, je pense aussi que les gens comme Mohamed Ndou, Allah yarhamou, ils n'ont pas besoin d'identité réduite. En fait. Il est quelqu'un du monde. Tout à fait. On va faire une longue pause. On va d'abord voir quelques extraits de ces deux films, West Indies Story de 1981 et ensuite un extrait de Fatima l'Algérienne de Dakar, qui est son dernier film, vous me confirmez. C'est un film qui tombe à propos puisqu'il parle de la place de la femme en Afrique. Ensuite, on va regarder l'extrait d'une interview réalisée avec Philippe Lefebvre en 2005 dans le cadre de l'émission Démo de Mini. Et ensuite, on va embrayer sur des images qui nous parviennent à l'instant même de Paris, à la cérémonie de levée du corps en l'hôpital Cochin. Donc il y aura une interview d'Amoudem Bébé, qui est journaliste et producteur à France 24, le comédien Sidiki Kaba, qui était un ami du défunt, Brahim Oulbouhi, qui est le représentant du RFD en France, poste occupé jadis par le défunt, Ahmed Salim Oulita, qui travaille sur l'adaptation du roman Al-Esma al-Mutaghayyira d'Ahmed Ould Abdelkader. Toutes ces images, on va vous les diffuser à l'instant, sachant que le corps sera inhumé en le cimetière Ain Beni Matar, près de Oujda, donc à côté de sa maman. On regarde cet extrait et ensuite on vous revient tout de suite. لا بابا اسمحني، ما نقدرش. شو قاع وش بيك انت؟ سكتي يلزمك تطيعي وتعملي من عمرك بي انا. تحبي تفضحينا ولا واش؟ اذا كان ترفضي هذا الزواج تخرجي من الدار انت والكعلوش ديالك، فهمتي؟ اختاري وفيسع. شوفي يا بنتي، أنا ما نعمل حتى شيء بلارضك. الشيء اللي تبغيه نديرو. Aujourd'hui, on est quelques années après, quand même. Là, oui. Par rapport à ces problèmes de néocolonialisme, de racisme, de possibilité de faire des films, est-ce que c'est un peu mieux? Est-ce que c'est pire? Comment est-ce que vous jugez la situation? Par rapport à ce que j'ai dit déjà, j'aurais dû préciser que moi-même, je suis d'une extraction d'esclaves. Je suis un fils d'esclaves. Et donc chez moi, aujourd'hui, l'esclavage perdure. J'aurais dû préciser pour le triptyque, la triangulaire, dire l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, comme cela s'est passé au temps de l'esclavage. La situation aujourd'hui, je pense qu'elle a empiré, parce que à l'époque où nous avions bâti deux festivals essentiellement, qui sont Carthage et Ouagadougou, lorsque les cinéastes travaillaient ensemble, se rencontraient, discutaient de leur avenir, on avait l'espoir que nos États allaient nous aider, ou nos privés allaient nous aider en créant des structures de fabrication des films, ou au pire, un marché dans lequel nos films pourraient circuler. Aujourd'hui, rien de tout ça n'existe. Mais il y a des raisons très précises à cela.
comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, on ne peut pas vouloir que le cinéma ou la culture ou l'audiovisuel marchent très bien quand ni la santé ni l'agriculture ne marchent. C'est-à-dire que le peuple mauritanien, je parle de la Mauritanie, est dans un état de dépouillement de tout et de misère absolue. Il y a des endroits où il y a la disette. On meurt de faim en Mauritanie parfois. Tout ça, on n'en parle pas, on ne le dit pas. Donc ce serait insultant que de vouloir dire je veux faire des films. Et pourtant, on devrait aussi faire des films, même s'il y a des criquets qui ravagent le pays. Le départ de Medondo résonne pour moi comme une tragédie. J'ai eu la chance de croiser Medondo à un moment où mon esprit se formatait. Je pense que l'essence de ce que je suis, je le lui dois. Med était un homme dont l'esprit était toujours en vibration, il m'interpellait. Ce qui m'a frappé chez lui, c'est son honnêteté intellectuelle, de toujours, malgré les contradictions, être en mesure, même lorsque cela faisait mal, de dire des choses frontalement. Medondo, lorsqu'il s'agissait de frapper sur nous les Africains, il n'hésitait pas. Je me disais toujours, arrêtons de regarder toujours la faute de l'Occident. Nous avons nos propres tares. Lui-même me disait, j'ai échoué. J'ai échoué avec la FEPACI, la Fédération des cinéastes africains. J'ai échoué à ne pas être capable de transmettre à une nouvelle génération un certain nombre de choses. Med, c'est surtout pour moi, et c'est ce qui me touche le plus, un enfant du peuple africain qui s'est élevé à la force de son poignet. الحمد لله هذا المرحوم تأبين وجه قدر من موريتانيين من الجالية هون من مختلف أنواعهم ومختلف جهاتهم مختلف الولايات وحضر لهم الياسر الناس لجان الفرنسيين والجزائريين والمغاربة والتوانسة وياسر من الناس ولا نقدر نعودوا تأسفنا شوية على قلة حضور رسمي من طرف التمثيل الموريتاني هون غير اللي نعرف عنه ما صابوا ما علموا والحمد لله الله يرحمه ويرضي عنه ويغفر له ويجازيه خير جزاء مضاعف عن عشته له وعشته الموريتاني ونصرته له في المحافل الدولية. C'est la voix que j'entendais à Radio France, à l'ORTF, dans les pièces radiophoniques les dimanches. Je ne manquais pas devant mon poste quand j'étais encore à l'école d'informatique en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je voulais connaître cet homme. Quand j'ai mis le pied en France, je suis allé vers lui comme on va vers un grand frère. Il n'était pas que réalisateur, il était d'abord un acteur qui a insufflé cet amour du métier, mais en même temps qu'on ne joue pas n'importe quoi et qu'on il illustrait pour moi ce que ma mère me disait. Mon fils, je souhaite qu'on rie avec toi, mais qu'on ne rit pas de toi. Medondo représentait la force du caractère, le respect des principes et la rigueur. C'est quelque chose qui le caractérisait. En plus du fait que son attachement à la Mauritanie, même si il n'a pas toujours été bien accueilli par les Mauritaniens, qui ne le connaissaient pas, mais en tout cas, lui, il a toujours refusé autre chose que Mauritanien. Mauritanien de rigueur, respectueux des principes et des pratiques mauritaniennes, respectueux de tout ce qui peut caractériser le Mauritanien traditionnel et moderne, le Mauritanien qu'il souhaitait, et l'avenir qu'il souhaitait à la Mauritanie et aux Mauritaniens. Je crois que c'est cela, c'est cette rigueur, c'est le respect des principes, cette force du caractère. Bonsoir, nous reprenons donc notre émission Hommage pour Medondo. Vous étiez en train de dire que les autorités publiques, ça ne vous étonne pas, mais bon, il n'est pas trop tard, ils peuvent encore faire quelque chose. Oui, ils peuvent faire quelque chose, beaucoup de choses en fait. Je pense que nous, en tant que cinéastes, en tant que société civile, aussi les amis de Medondo, je pense qu'on pense à organiser un hommage hors de l'État, mais comme vous venez de dire, c'est vrai que l'État
a beaucoup de choses à faire, a beaucoup de choses à régler ses erreurs, ses fautes qu'il a fait durant toute Abdelrahman, est-ce que l'État a failli? C'est difficile de dire le contraire. Écoute, moi je pense que ça c'est un devoir à la fois, mais aussi c'est un choix. C'est un peu délicat. Il y a de la politique dans tout ça malheureusement, et ça c'est quelque chose de très désagréable, de mélanger des situations de point de vue politique dans des situations un peu artistiques et culturelles. Mais je pense qu'il y a une occasion d'or pour le gouvernement s'il veut faire quelque chose, s'ils n'ont pas le temps aujourd'hui. Ils ont le mois d'avril. Et après, il y a une autre chose que certainement les cinéastes sont en train de faire à Oujda. Il va arriver à Oujda 2 mois ou 1 mois même, 2 mois avant le festival de Oujda, le festival de cinéma du pays du Maghreb de Oujda. Et certainement, ça va être aussi une bonne occasion pour les cinéastes en moins. Mais ça peut aussi être une occasion pour les Mauritaniens qui sont à Oujda s'ils veulent faire un peu de devoir. Mais moi, je pense que ça, c'est dans sa globalité, l'État doit revoir un peu sa relation avec ses fils. Ce sont des artistes ou des professeurs. Que ce soit ici ou la diaspora. Oui. En fait, écoute, être un fils d'un pays, ça ne change pas par la géographie, ça ne change pas par ton emplacement. Tu restes un fils de ce pays, que ce soit en Mars ou en France, ou au Sénégal, ou à Adrar, ou à... Et au niveau national, il y a quelque chose à faire quand même. Absolument. Ils peuvent faire, c'est une question d'un petit appel téléphonique et une petite décision. L'action, elle va être faite, c'est sûr, par des artistes, par des individus. Mais les gouvernements aussi, ils peuvent sauter sur l'idée, tout simplement faire une petite déclaration officielle et après, ils peuvent récupérer tous les autres événements qui vont être faits. Et c'est normal qu'ils soient intérieurs au Maroc. C'est un citoyen franco-mauritanien. Alors, c'est un choix. Je ne vais pas trop me mêler dans ça, mais je pense que c'est triste que son corps ne revienne au moins pas dans son pays. Mais je comprends le choix parce que sa mère aussi, elle est dans la même ville. Et donc, apparemment, lui, il a demandé à Zahra, sa sœur, de l'amener à côté de sa mère. Et ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix privé. Ouais. Monsieur Baye, vous revient l'honneur je crois qu'effectivement, bon, la question du choix de sa sépulture ne nous regarde pas. C'est son choix, c'est le choix de sa famille. Pour ce qui est du reste, bon, personnellement, que l'État lui rende hommage ou ne lui rende pas hommage, je ne vois pas ce que cela change beaucoup. Med est Med. Il a passé toute sa vie, il s'est passé toute sa vie de l'hommage de la Mauritanie, bien qu'il l'ait recherché. Pas l'hommage, mais au moins que la Mauritanie le reconnaisse en tant qu'un de ses enfants. L'État mauritanien, je ne dis pas la Mauritanie, je dis l'État mauritanien, quel que soit le régime, quel qu'ait pu être le gouvernement, ne l'a jamais fait. Et je ne vois pas pourquoi ce serait au lendemain de sa mort que cet État changerait de Il est possible que son soutien qu'il n'a jamais caché pour la cause sahraoui y ait été pour quelque chose. C'est possible. Il a même fait un film là-dessus. Il était proche de feu Ahmed Baba Miski. Oui, jusqu'à une certaine période. Ensuite, quand Baba Miski a viré, il n'était plus proche du tout. Il y a un certain nombre de choses que Med ne s'est pas pardonné. C'est un de ses caractères. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne s'est pas pardonné. Mais je veux simplement dire, bon, il avait fait un très beau documentaire, Nous aurons toute la mort pour dormir, sur la lutte du peuple sahraoui. Je crois que ça peut nous servir de leçon après une longue vie de lutte et de combat. Mohamed Abidou Hindou est entré dans un long sommeil sans rêve. Et j'espère qu'il aura encore, lui aussi, toute l'éternité pour dormir. C'est joli comme conclusion. Je crois que ce sera le mot de la fin de notre émission. Par votre présence, vous avez donc voulu lui rendre hommage et je vous remercie vivement. Je remercie ceux qui n'étaient pas là. Amoudou Mbembe, des journalistes et producteurs à France 24, Sediki Kabak, comédien, Brahim Oulbouhi à Paris, Ahmed Salmoultah également. Je remercie le professeur Cheikh Saad Boukamara de m'avoir accueilli hier chez lui et de m'avoir accordé un entretien exclusif. Je vous remercie, vous, ici sur le plateau, Idou Mohamed, ex-directeur de la Maison des cinéastes, Abdelrahman Lahi, directeur de Dar Mauritanie, Ablaï Sireba, journaliste. Quant à moi, il ne me vient à l'esprit qu'un seul souvenir avec le défunt.
C'était à l'époque où il était représentant du RFD à Paris et moi, simple militant. Et j'étais le plus jeune. Et à chaque fois qu'il commençait à parler, j'éclatais de rire. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce qui te fait rire? Je lui dis, mais j'ai l'impression d'écouter le flic de Beverly Hills. Et ça faisait rire tout le monde. Le débat du Sahel est réalisé par Abdelrahman Tajdin, Ahmed Ondo, qu'il repose en paix. Salut l'artiste.